Est-ce qu'il t'arrive, après le déjeuner, d'avoir les paupières lourdes, comme si quelqu'un t'avait posé 2 petites pierres dessus? Est-ce que ta bouche devient sèche, surtout l'après-midi, même quand tu n'as pas mangé salé? Est-ce que tu te lèves la nuit, 1 fois, puis 2, puis 3, en te disant que c'est sûrement l'âge, que c'est normal, que les vieilles dames finissent toutes par connaître le chemin des toilettes dans le noir? Moi aussi j'ai connu tout cela, ma petite. Et je vais te dire une chose qui m'aurait fait rire autrefois. Aujourd'hui, à 92 ans, mon sucre reste tranquille. Ma tension ne fait plus la comédie et je ne prends pas de comprimés pour le sucre. Je ne dis pas cela pour jouer à la miraculée, ni pour faire la maligne devant les médecins. Je dis cela parce qu'on m'avait annoncé, après mes 70 ans, que j'allais forcément glisser vers les médicaments, que c'était la suite logique, que le prédiabète à mon âge, c'était presque comme les rides. On ne discute pas, on accepte. Mais moi, tu me connais, même à 70 ans, je n'aimais pas qu'on m'enferme dans une phrase toute faite. Je me souviens encore de ce cabinet médical, avec l'odeur de désinfectant, les affiches un peu pâlies sur le cholestérol et les vaccins, et la pluie qui tapait contre les vitres. Le médecin avait regardé mes analyses, puis il avait pincé la bouche. Mon sucre à jeun était trop haut. Pas encore le diabète, mais le mot était sorti. Prédiabète. Il m'avait parlé de risques, de surveillance, de comprimés possibles plus tard. Je l'écoutais, bien sûr. Je respecte les médecins. Ils ont étudié, ils sauvent des vies. Et je n'ai jamais été de ces personnes qui jettent les ordonnances à la poubelle par orgueil. Mais dans mon ventre, j'ai senti une petite résistance. Pas une rébellion violente, non. Plutôt une vieille petite voix de grand-mère qui disait « Attends, Maria, avant de te déclarer vieille machine cassée, regarde au moins ce que tu mets dans la machine. » À cette époque-là, je croyais manger assez bien. Comme beaucoup de gens en France, je prenais mon petit déjeuner avec du pain blanc, un peu de confiture, parfois une biscotte parce que je pensais que c'était plus léger, et un café au lait. À 10h, un petit biscuit, juste un, parce qu'on ne va pas se priver de tout. À midi, une assiette correcte, mais toujours avec du pain, parce que chez moi, sans pain, le repas avait l'air triste. L'après-midi, si j'étais fatiguée, je me faisais un thé et je grignotais un morceau de gâteau, une madeleine, 2 carrés de chocolat, parfois une compote bien sucrée. Le soir, une soupe, encore du pain, un yaourt aux fruits. Et quand il faisait chaud, un jus d'orange, parce que dans ma tête, le jus, c'était la santé. Tu vois le piège? Rien ne paraissait scandaleux. Je ne mangeais pas des montagnes de bonbons. Je ne buvais pas des litres de soda. Je ne me couchais pas avec une boîte de chocolat sur les genoux. C'était une vie ordinaire, une vie de cuisine française, avec ses petits plaisirs, ses habitudes de famille, ses gestes hérités. Et pourtant, mon corps me parlait. Il me parlait avec la somnolence après le repas, la bouche sèche, les envies d'uriner la nuit, les coups de fatigue, cette petite brume dans la tête qui me faisait chercher mes lunettes alors qu'elles étaient sur mon nez. On m'avait dit « c'est l'âge ». Mais je me suis demandé « et si l'âge recevait trop souvent la faute de ce que nous répétons 3 fois par jour dans l'assiette ?» Intéressant, non? Je ne dis pas que tout se règle avec une salade et une promenade. Ce serait trop simple, et parfois injuste pour ceux qui ont une vraie maladie, une génétique difficile, un pancréas fatigué, des traitements lourds. Mais je me demande encore aujourd'hui combien de personnes de mon âge avalent une fatalité alors qu'elles pourraient déjà retirer quelques cailloux de leur poche. J'ai commencé par observer. Pas changer, observer. Pendant 2 semaines, j'ai noté ce que je mangeais, à quelle heure j'avais sommeil, quand j'avais soif, combien de fois je me levais la nuit. Je n'ai pas fait cela dans un joli carnet de nutrition, non. J'ai pris un vieux cahier d'écolier avec une couverture bleue, celui où je gardais des recettes de clafoutis. Et là, j'ai vu la vérité. Les jours où je mangeais du pain blanc le matin avec confiture, puis un biscuit à 10h, j'avais faim plus vite et je piquais du nez avant midi. Les jours où je buvais du jus de fruits, même pur jus,
j'avais la bouche sèche après. Les soirs avec beaucoup de pain ou des pâtes bien blanches, je me levais davantage la nuit. Le sucre, ma petite, ce n'est pas seulement le sucre qu'on verse à la cuillère. C'est aussi celui qui arrive vite dans le sang sous forme de pain blanc, de viennoiserie, de céréales soufflées, de jus, de petits gâteaux, de riz blanc trop généreux, de pommes de terre sans rien autour pour ralentir. J'ai découvert que mon corps n'était pas fâché contre moi parce que j'avais 70 ans. Il était débordé parce que je lui envoyais, plusieurs fois par jour, des petites vagues sucrées. Pas toujours énormes, mais répétées. Et une vague, puis une vague, puis une vague, ça finit par user la digue. Je me faisais une image pour comprendre. Je voyais mes vaisseaux comme de vieilles canalisations dans une maison ancienne, de ces tuyaux qu'on trouve dans les immeubles de Paris ou les maisons de village, qui ont vu passer des générations. Si on y fait couler une eau claire, doucement, ils tiennent encore. Mais si on y laisse passer une matière collante, sucrée, jour après jour, ça colle aux parois, ça abîme, ça ralentit. Le sucre trop haut, trop souvent, c'est comme un dépôt doux en apparence, mais sournois. Un tueur silencieux, oui, je n'aime pas dramatiser. Mais cette expression m'a réveillée. Parce qu'il ne vient pas avec des sirènes. Il vient avec une petite fatigue, une soif, un pipi la nuit, un besoin de sucre à 4 heures. Et pendant ce temps, il gratte les petits vaisseaux, les yeux, les reins, les nerfs, le cœur. Quand j'ai compris cela, j'ai eu un mélange de colère et de soulagement. Colère parce que j'avais l'impression que les médecins n'en parlaient pas vraiment. Ils mesuraient, ils avertissaient, ils prescrivaient parfois. Mais personne ne s'asseyait avec moi pour regarder ma tartine, mon jus d'orange et mon biscuit de 10 heures. Je sais bien, ils n'ont pas le temps, les pauvres. En France, les consultations vont vite, les salles d'attente débordent, et on ne peut pas demander à un médecin de venir fouiller nos placards. Mais quand même, dans mon cœur, j'avais cette phrase. Pourquoi on ne m'a pas expliqué plus tôt que mon petit goûter innocent faisait peut-être partie du problème ? Et soulagement, parce que si une partie venait de mes habitudes, alors une partie pouvait changer. Je n'ai pas tout bouleversé. À 70 ans passés, on n'a pas envie de vivre comme dans une punition. Et à 92 ans, encore moins. Je n'ai pas voulu devenir une dame triste, qui regarde les autres manger du pain avec les yeux d'un chien mouillé. J'ai décidé de faire simple, très simple, assez simple pour tenir même les jours de pluie, même les jours de fatigue, même les jours où la solitude donne envie d'ouvrir le placard. Le matin, avant le café, j'ai commencé par boire un grand verre d'eau. Pas glacé, pas compliqué, juste de l'eau. Au début, je trouvais cela presque ridicule. Je me disais, Maria, tu crois vraiment qu'un verre d'eau va changer ta vie ? Mais ce verre a fait une chose importante. Il a remplacé le geste automatique de commencer la journée déjà déshydraté, déjà pressé, déjà à chercher du sucre. Le corps, la nuit, travaille en silence. Il respire, il transpire un peu, il filtre. Le matin, il ne demande pas toujours de la confiture. Il demande parfois simplement de l'eau. Ensuite, j'ai changé mon petit déjeuner. Pas avec des produits exotiques, pas avec des poudres chères. J'ai compris que si je commençais la journée par du pain blanc et de la confiture, mon sucre montait comme un ascenseur, puis redescendait trop vite, et moi je me retrouvais à chercher un biscuit. Alors, j'ai mis des protéines le matin. Un œuf, parfois 2 si j'avais faim. Un yaourt nature bien simple, pas aux fruits sucrés. Un peu de fromage blanc. Des sardines, oui, ne fais pas cette tête, les sardines le matin, c'est excellent, quand on a grandi avec les restes et qu'on n'a pas peur du regard des voisins. Parfois, une tranche de jambon de bonne qualité, parfois quelques noix. Et si je voulais du pain, je prenais moins de pain, plus foncé, plus riche en fibres. Et je ne le laissais plus être le roi de l'assiette. Le premier matin où j'ai mangé un œuf avec un peu de pain complet et un yaourt nature, j'ai attendu la fin de 10 heures. Elle n'est pas venue comme d'habitude.
Elle a frappé doucement vers 11h30, poliment. J'ai ri toute seule dans ma cuisine. Tu sais, ce petit rire de victoire qu'on a quand on retrouve une pièce de 2 € dans une vieille poche. Ce n'était pas une révolution avec des drapeaux, c'était un calme. Et le calme, après des années de montagnes russes, c'est un luxe. Puis, il y a eu la fibre. Ah, la fibre, ma petite. Voilà une vieille amie que j'avais négligée. Dans ma jeunesse, on mangeait des lentilles, des haricots blancs, des poireaux, du chou, des pommes avec la peau, des soupes épaisses. Puis, avec les années, la nourriture est devenue plus blanche, plus molle, plus rapide, plus sucrée. Les fibres, c'est comme les balais de la maison. Elles ralentissent l'arrivée du sucre dans le sang. Elles nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin. Elles donnent de la tenue au repas. Sans elles, le sucre file comme un gamin dans un couloir. C'est là que j'ai découvert le psyllium. Je ne vais pas te le vendre comme une potion magique, parce que je n'aime pas les miracles en pot. Mais chez moi, cela a été un petit outil très utile. J'ai commencé doucement, avec une cuillère à café rase de psyllium dans un grand verre d'eau, 15 à 20 minutes avant un repas, souvent avant le déjeuner. Je mélangeais, je buvais sans attendre que cela devienne trop épais, puis je reprenais un peu d'eau derrière. Le psyllium gonfle, il forme comme un gel doux, et chez moi, il a aidé à calmer l'appétit et à ralentir le repas. Mais attention, je le dis comme je le dirais à ma propre fille. Il faut boire assez d'eau, ne pas en prendre si on a des difficultés à avaler sans demander avis, et si on prend des médicaments, il vaut mieux l'éloigner des comprimés et demander au pharmacien ou au médecin, parce que les fibres peuvent gêner l'absorption de certains traitements. Je n'ai jamais arrêté un médicament toute seule, et personne ne devrait le faire. Même quand on se sent mieux, on vérifie, on discute, on mesure. Je me souviens d'une amie, Claire, qui avait entendu que j'allais mieux. Elle m'a dit « Alors, je vais jeter mes comprimés ». J'ai presque tapé du poing sur la table, moi qui ne tape plus souvent. Je lui ai dit que non, non et non. Mon histoire n'est pas une ordonnance pour tout le monde. Si un médecin a donné un traitement, on ne joue pas à l'apprentie sorcière. On peut améliorer son assiette, marcher, perdre un peu de ventre, dormir mieux, et ensuite, avec des analyses, le médecin peut ajuster. Mais arrêter dans son coin, c'est comme couper l'électricité parce qu'une lampe clignote. On risque de se retrouver dans le noir. Le troisième geste a été la promenade après les repas. Pas une randonnée dans les Alpes, pas le Tour de France, pas même une marche sportive avec des chaussures fluo. 10 minutes, parfois 12 si le ciel était beau. Après le déjeuner, je mettais mon manteau, ou simplement un gilet, et je descendais marcher. Dans mon quartier, il y avait une boulangerie au coin, une pharmacie, 2 platanes fatigués et un monsieur qui promenait toujours un petit chien trop fier. Je faisais le tour du pâté de maison. Les jours de pluie, je marchais dans le couloir. Je faisais des allers-retours dans l'appartement, où je rangeais la cuisine en bougeant vraiment. Le corps n'a pas toujours besoin de performance. Il a besoin qu'on lui dise « Le sucre qui vient d'arriver, utilise-le ». J'ai appris que les muscles sont comme de petits poils. Quand on bouge après manger, même doucement, ils brûlent une partie du glucose qui circule. Avant, après le repas, je m'asseyais et je laissais le sucre tourner dans mon sang comme une voiture qui cherche une place. Maintenant, je lui ouvrais un garage, mes jambes. 10 minutes, c'est peu, mais c'est assez pour changer l'après-midi. Et je crois que beaucoup de gens sous-estiment la puissance des petites choses répétées. On admire les grands régimes, les grandes promesses, les transformations spectaculaires. Mais une vieille femme sait que ce sont les gouttes qui remplissent la bassine, pas les orages. Le 4e geste a été le plus difficile pour mon cœur. Les petits grignotages sucrés. Pas les grands desserts du dimanche, non. Les petites trahisons de tous les jours. Le biscuit qu'on prend debout. La bouchée de brioche en passant. Le bonbon parce que la gorge gratte. Le jus de fruits parce qu'il fait chaud. Le chocolat parce qu'on est triste. Le morceau de pain blanc parce qu'on attend que la soupe chauffe.
Ce n'était pas la gourmandise joyeuse, c'était le sucre d'ennui, le sucre de fatigue, le sucre de solitude. Et celui-là, il est plus difficile à enlever, parce qu'il console. Je n'ai pas supprimé la douceur de ma vie. Je serais devenue méchante, je crois. J'ai seulement arrêté de laisser le sucre décider à ma place. Si je voulais un dessert, je le prenais après un vrai repas, pas seul l'après-midi sur un estomac vide. Si je voulais du chocolat, je choisissais 2 carrés noirs avec quelques noix, pas une tablette avalée devant les informations. Si j'avais envie de grignoter, je me demandais « Est-ce que j'ai faim ou est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que j'ai besoin de manger ou d'appeler quelqu'un ?» Parfois la réponse était « Maria, tu as besoin d'un câlin, mais il n'y en a pas dans le placard. » Alors je me faisais une tisane, j'ouvrais la fenêtre, je regardais les passants, et l'envie passait comme un nuage. Pas toujours, mais souvent. Il y a là une question que je me pose encore, et peut-être que chacun répondrait différemment. Est-ce qu'il vaut mieux garder tous les petits plaisirs et accepter les risques, ou changer quelques habitudes pour gagner des années plus légères ? Moi, à 70 ans, j'ai choisi la légèreté. Mais je comprends ceux qui disent « À mon âge, je veux profiter ». Je les comprends vraiment. La vie a déjà pris tant de choses. Les parents, parfois le conjoint, les amis, la force dans les genoux, la confiance dans les escaliers. Alors quand on nous dit encore de retirer la confiture, on a envie de répondre « Laissez-moi au moins ça ». Je n'ai pas voulu retirer toute la confiture. J'ai voulu retirer la fatigue qui venait avec elle. Peu à peu, mes signes ont changé. La bouche sèche est devenue rare. Les coups de barre après le repas ont diminué. Les nuits se sont allongées. Pas comme à 20 ans, bien sûr, mais je ne faisais plus la tournée des toilettes comme une gardienne de musée. Mes analyses se sont améliorées. Le médecin a levé les sourcils, comme s'il voyait une vieille pendule repartir. Il m'a demandé ce que j'avais fait. J'ai parlé de l'eau le matin, du petit déjeuner avec protéines, du psyllium, des promenades, des grignotages sucrés réduits, du pain blanc moins présent. Il a hoché la tête. Il n'a pas crié au miracle. Il a dit que c'était très bien. J'ai pensé, sans le dire trop fort, pourquoi ne commence-t-on pas toujours par expliquer cela avec patience ? Je sais que certains médecins le font. Je ne veux pas être injuste. J'en ai rencontré un, plus tard, qui prenait le temps de dessiner une assiette sur un papier. Il disait des légumes, une bonne portion de protéines, un peu de féculents de qualité, de l'huile d'olive, des fibres. J'aurais voulu l'embrasser sur le front comme un petit-fils. Mais beaucoup de personnes de ma génération ont reçu surtout des chiffres, des menaces et des ordonnances. On leur a dit « Votre glycémie est trop haute ». Très bien, mais on ne leur a pas montré comment une journée ordinaire fabrique cette glycémie. Alors, elles rentrent chez elles. Elles ont peur. Elles mangent pareil, puis elles se sentent coupables. La culpabilité n'a jamais fait baisser le sucre. La compréhension, parfois, oui. À 92 ans, ma cuisine est devenue mon petit laboratoire. Mais un laboratoire avec une nappe à fleurs et une casserole de soupe. Je garde des lentilles, des pois chiches, des œufs, du poisson, des yaourts nature, des légumes surgelés pour les jours où mes mains ne veulent pas éplucher, des pommes, des noix. Je n'achète presque plus de jus. Si je veux une orange, je mange l'orange, avec sa fibre, avec le temps de la mâcher. Le pain blanc, je le garde pour un vrai plaisir, pas comme une pelle à tout pousser. Quand je vais chercher une baguette fraîche, je sens encore cette odeur qui pourrait réveiller un mort. Et je ne vais pas mentir, j'en mange parfois un morceau en rentrant. Mais je ne construis plus ma journée dessus. Le matin, je bois mon eau. Ensuite, je choisis quelque chose qui tient au corps. Un œuf avec des épinards réchauffés, ou du fromage blanc avec des noix et un peu de cannelle, ou une tranche de pain complet avec du fromage et une tomate quand c'est la saison.
Je ne commence plus par du sucré seul. Avant le déjeuner, quand je sens que le repas sera plus riche ou que j'ai une journée un peu bancale, je prends ma cuillère à café de psyllium dans un grand verre d'eau, 15 à 20 minutes avant. Je bois bien. Je laisse mon corps se préparer. Puis je mange lentement. Après, je marche 10 minutes. Ce n'est pas héroïque, c'est presque ennuyeux. Et c'est peut-être pour cela que ça marche. Rien de spectaculaire à abandonner au bout de 3 jours. Je me suis aussi réconciliée avec les légumes. Il ne faut pas croire que les légumes doivent être tristes. Un poireau fondant avec un filet d'huile d'olive, des haricots verts avec de l'ail, une ratatouille qui sent l'été, une soupe de courgettes avec un œuf dur à côté, des carottes râpées avec du citron, des endives braisées, des lentilles avec une feuille de laurier. Ce sont des aliments de chez nous, pas des inventions lointaines. La France a toujours su manger des choses simples. Nos grands-mères n'avaient pas des placards pleins de biscuits industriels. Elles avaient du pain, oui, mais elles bougeaient plus, elles mangeaient moins souvent, et les repas avaient plus de légumes secs, plus de soupe, plus de temps. Le temps. Voilà encore un secret. On veut parfois régler le sucre comme on règle une facture, vite et sans émotion. Mais manger touche à l'enfance, au dimanche, au deuil, aux fêtes, aux fins de mois, à la peur de manquer. Quand j'ai réduit les goûters sucrés, j'ai retrouvé des souvenirs. Ma mère qui me donnait une tartine après l'école, mon mari qui rapportait des éclairs au café quand il voulait se faire pardonner un retard, les crêpes de la Chandeleur avec les enfants autour de la table. Comment veux-tu qu'une vieille femme dise simplement « Le sucre, terminé ». Ce serait comme fermer une armoire pleine de photos. Alors j'ai gardé les photos, mais j'ai arrêté de dormir dedans. Je crois qu'il y a une injustice dans la manière dont on parle aux personnes âgées. On nous parle souvent comme si tout était déjà joué. « À votre âge ». Cette phrase, je l'ai entendue trop souvent. À votre âge, c'est normal d'avoir mal. À votre âge, c'est normal de dormir mal. À votre âge, c'est normal d'avoir du sucre. À votre âge, c'est normal de prendre ceci, cela, encore cela. Bien sûr que l'âge compte. Je ne vais pas faire semblant d'avoir les artères d'une jeune fille. Mais l'âge n'est pas une poubelle où l'on jette toutes les causes. Il y a ce qui vient des années, et il y a ce qui vient des habitudes. Et parfois, en changeant les habitudes avec douceur, les années deviennent moins lourdes. Je ne veux pas que mon histoire donne de faux espoirs. Il y a des personnes qui feront tout bien et auront encore besoin de médicaments. Et alors ? Le médicament n'est pas un échec. Si le corps en a besoin, il faut l'aider. Le vrai échec, à mes yeux, c'est de ne jamais chercher ce qui peut aider en plus. C'est d'avaler un comprimé avec un grand verre de soda. C'est de prendre un traitement le matin et de grignoter du sucre toute la journée en pensant que la pilule fera le ménage seule. Même la meilleure femme de ménage ne peut pas nettoyer une maison si on y jette de la farine toutes les 5 minutes. Quand mes analyses sont devenues meilleures, je n'ai pas dansé sur la table, parce que mes hanches auraient porté plainte. Mais j'ai ressenti une fierté calme. Une fierté de vieille femme qui a repris une petite part de pouvoir. Pas le pouvoir de tout contrôler, non. La vie nous apprend vite que le contrôle est une illusion. Mais le pouvoir de choisir l'eau avant le café. Le pouvoir de mettre un œuf dans l'assiette. Le pouvoir de marcher 10 minutes, même quand le canapé m'appelle par mon prénom. Le pouvoir de dire au biscuit « Pas maintenant, mon vieux, je te connais ». Il y a des jours où je rate. Je veux que ce soit clair. À Noël, je mange une part de bûche. Quand une voisine m'apporte une tarte aux mirabelles, je ne lui fais pas un sermon sur l'index glycémique. Quand je suis invitée, je ne transforme pas la table en consultation médicale. La santé qui rend impoli n'est pas une vraie santé. Mais je reviens à mes gestes le repas suivant. C'est cela qui a tout changé. Ne plus confondre un écart avec une chute. Avant, si je mangeais trop sucré, je me disais « c'est fichu ». Alors je continuais. Maintenant, je dis « c'était bon, et maintenant on reprend ».
Le corps pardonne mieux qu'on ne croit quand on ne l'insulte pas tous les jours. Parfois, j'imagine une conversation autour d'une grande table, avec toutes les personnes de 60, 70, 80 ans qui ont entendu qu'elles étaient condamnées au comprimé. J'aimerais leur demander ce qu'on leur a expliqué, vraiment. Est-ce qu'on leur a parlé du pain blanc qui se transforme vite en sucre? Des jus de fruits qui montent la glycémie plus vite qu'on ne l'imagine? Des grignotages qui empêchent le corps de se reposer entre les repas? Des fibres qui ralentissent l'absorption? Des muscles qui captent le sucre quand on marche après manger? Ou est-ce qu'on leur a seulement donné un chiffre entouré en rouge? Je serais curieuse de savoir combien se reconnaîtraient dans mon histoire et combien diraient « chez moi, c'était différent ». Les deux réponses méritent d'être entendues. Je pense aussi aux enfants et petits-enfants. Ils nous voient vieillir. Parfois ils s'inquiètent, parfois ils nous grondent. « Mamie, ne mange pas ça !» Ah, cette phrase. Elle part de l'amour, mais elle peut piquer. Moi, je préfère quand on me propose de marcher ensemble après le repas. Quand on me prépare un bon plat de lentilles, au lieu de me faire honte devant le dessert. Quand on comprend que changer à 70 ans, ce n'est pas seulement changer une assiette, c'est toucher à une vie entière. Si un petit enfant veut aider sa grand-mère, qu'il ne commence pas par lui retirer le gâteau des mains, qu'il s'assoie avec elle, qu'il écoute, qu'il demande ce qu'elle aime, qu'il l'accompagne. On ne soigne pas les habitudes avec des reproches, on les apprivoise avec de la présence. À 92 ans, je ne cherche plus à gagner la bataille contre le temps. Le temps gagne toujours, et il a plus d'expérience que moi. Mais je veux traverser mes journées avec une tête claire, des jambes qui me portent encore un peu, des nuits moins hachées, et cette tranquillité intérieure de ne pas avoir laissé la peur décider. Le sucre, quand il est trop souvent trop haut, reste un tueur silencieux. Mais le silence peut être rompu par un verre d'eau, par un petit déjeuner qui nourrit vraiment, par une cuillère à café de psyllium bien prise avec assez d'eau, si cela convient, et sans gêner les traitements, par 10 minutes de marche, par moins de boissons sucrées, moins de pain blanc automatique, moins de biscuits pour consoler chaque fatigue, par des analyses régulières, par une discussion honnête avec son médecin. Je revois la Maria de 70 ans, assise dans ce cabinet sous la pluie, avec le mot prédiabète qui lui tombait sur les épaules. J'aimerais lui prendre la main. Je lui dirais « N'aie pas peur, mais ne dors pas non plus. Ne crois pas que tout est perdu parce que tu as un certain âge. Ne crois pas non plus que tu peux tout réparer seul. Avance doucement, mesure, apprends, demande. Et surtout, regarde ton assiette avec tendresse, pas avec haine. » Ce soir, dans ma cuisine, j'entends la bouilloire qui commence à chanter. La table est propre, mon verre d'eau est là, mes lunettes aussi, cette fois je sais où elles sont. Je souris en pensant à toutes ces petites choses qu'on croit trop simples pour être importantes. Peut-être que la vérité se cache souvent là, dans les gestes ordinaires que personne n'applaudit. On attend le grand secret, la grande pilule, le grand régime, alors que parfois le corps attend qu'on arrête de le noyer de sucre du matin au soir. Je ne sais pas ce que chacun choisirait à ma place. Garder la tartine blanche et la confiture tous les matins, ou essayer l'œuf et la marche, se dire que la nuit hachée est normale, ou vérifier si le dîner n'envoie pas trop de sucre dans le sang, faire confiance au comprimé seul, ou l'aider avec l'assiette. Il n'y a pas de réponse qui tienne dans une phrase, parce que chaque vie a ses douleurs, ses moyens, ses habitudes et ses plaisirs. Mais moi, Maria, 92 ans, je peux seulement déposer mon expérience sur la table, comme on pose un bol de soupe chaude. Après 70 ans, je n'ai pas découvert que mon corps était fini. J'ai découvert qu'il m'écoutait encore. Et si mon sucre est calme aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis plus forte que les autres. C'est parce qu'un jour,
J'ai cessé de croire que l'âge expliquait tout. J'ai regardé les petits sucres cachés dans mes journées. J'ai remis des fibres, des protéines, de l'eau, des pas après les repas, et j'ai laissé le temps faire son travail. Voilà mon secret. Il n'est pas brillant, il ne fait pas de bruit, il ne promet pas l'immortalité. Mais il m'a donné des matins plus clairs, des nuits plus paisibles, et cette joie simple de poser ma main sur ma tasse en me disant « Ma vieille Maria, tu n'as pas tout gagné, mais tu n'as pas abandonné. »